Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous qui retrace les grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International. Au sommaire, le lancement des travaux des concertations nationales du Fonds pour l'environnement mondial au Togo ont eu lieu les 13 et 14 avril dernier à Lomé. De quoi était-il question lors des échanges? Des réponses dans ce journal. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a rencontré les chefs cantons de la région des plateaux ouest à Kpalimé. Après le lancement des travaux par le ministre de tutelle Katari Foli-Bazi, les discussions ont permis de définir les stratégies pour accroître la couverture forestière du Togo d'ici à 2025. La commune d'Agoué-Niveau 1 a lancé une opération de curage des carnivores en prélude à la saison des pluies. Un focus sur cette opération dans un instant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le développement. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi, a présidé le lancement officiel des travaux de la concertation nationale pour la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial au Togo, FEM8, ce jeudi 13 avril à Lomé. Ce dialogue va permettre aux acteurs en lutte contre les changements climatiques de prendre des décisions et des résolutions pertinentes pour la protection de l'environnement et une vie saine des populations. Alexandra Adekambi pour plus de précisions. Diverses conséquences du changement climatique menacent la Terre et ses habitants. L'heure est à l'action. Pour cela, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi, a lancé officiellement les travaux de dialogue national pour des projets pertinents et spécifiques pour lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols. À cette 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial FEM8, les ministères œuvrant dans l'environnement vont discuter autour des sujets pertinents afin de bien utiliser les ressources allouées pour la protection de l'environnement et de la population. Cette 8e phase opérationnelle, nous en sommes convaincus, permettra de consolider nos acquis et de participer au financement des priorités contenues dans la feuille de route gouvernementale 2025 en termes de protection de l'environnement en général et de lutte contre les changements climatiques en particulier. C'est pour cette raison que les ministres concernés ont eu à tenir une série de réunions avant la présente assise. Mesdames et messieurs, je suis également heureux de saluer les nouvelles initiatives du FEM qui facilitent le développement des programmes à impact, encourageant des alliances multipartites qui touchent les organisations de la société civile, le secteur privé et le gouvernement pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire et l'aridité de nos terres. Lutter aussi contre la pollution et la vulnérabilité de nos villes. La pression insistante sur nos massifs forestiers. Comme vous le savez bien, à toutes les COP, il a été question non seulement de restaurer les forêts, mais aussi d'étendre les surfaces forestières. Il devient donc impératif pour tous les acteurs représentés à ces assises de rechercher dans la définition des priorités nationales une synergie d'action afin de parvenir à l'efficacité et à l'efficience souhaitée dans l'utilisation des allocations du pays. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a ses espoirs sur le Togo pour sauver le monde de cette situation. À terme de ce dialogue, plusieurs projets seront retenus et accompagnés pour l'atteinte des objectifs. Il y aura d'abord une séance plénière qui va avoir des présentations de la partie nationale qui va faire le point de l'utilisation des ressources des cycles passés et faire une esquisse des priorités à présenter aux participants. Nous partirons ensuite, après les plénières en commission, par domaine thématique, où un travail
d'affinement des priorités définies sera fait pour arriver à des projets, de fiches de projet devant servir à élaborer des notes conceptuelles pour la mobilisation plus tard avec les agences de mise en œuvre que nous aurons retenues. Il s'agit de discussions avec le gouvernement du Togo pour discuter résolument du 8e cycle du Fonds pour l'environnement mondial qui a alloué environ 30 et quelques millions de dollars au Togo pour des projets portant sur les changements climatiques, la dégradation des terres, la biodiversité. À la fin de l'atelier, on espère voir les idées de projets qui seront soumis par le Togo. Parce que, évidemment, c'est une réunion de 2 jours, il ne sera pas possible de sortir des projets, mais ce qu'on appelle des idées de projets, donc qui vont constituer le point de départ pour le Togo, avec les agences du FEM, de travailler, d'élaborer des projets complets dans les domaines que j'ai cités, et ce sont ces projets-là qui seront soumis au FEM et qui devraient être financés dans les 6-12 mois à venir et permettre donc au Togo de commencer, de se mettre au travail sur ces questions donc prioritaires. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a pour objectif d'aider les pays en développement en leur accordant des subventions et financements permettant d'atteindre les effets positifs sur l'environnement mondial depuis 1991. Il a commencé à accompagner le Togo en 2009 dans la mise en œuvre de 21 projets nationaux. Rappelons que l'assistance est composée des représentants et des experts venus du Togo et plusieurs pays du monde. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé une rencontre avec les chefs traditionnels de la région des plateaux ouest à Kpalimé. Au cours de ces rencontres, il était question de réfléchir sur la campagne nationale de reboisement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de conservation des ressources forestières du pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de tutelle Katari Folibazi. Les détails avec Rafietou Mbereko. En ouvrant les travaux d'échange avec les chefs traditionnels des plateaux ouest, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, a rappelé aux garants des us et coutumes l'importance de cette feuille de route et la nécessité d'atteindre 25% de la couverture forestière à l'horizon 2025. À cet effet, l'implication des chefs traditionnels dans la sensibilisation des populations et dans la gestion des terres en faveur de l'environnement est primordiale. Comme vous le savez bien, le gouvernement a engagé toute la population dans une dynamique de reboisement intensif depuis 2020. Et on peut citer le reboisement de 2021, le reboisement de 2022. Et nous sommes maintenant dans la 3e phase 2023. Nous avons estimé qu'il faut qu'on fasse le point de ce qui a été et les personnes les mieux placées avec qui nous devons faire le point sur le reboisement depuis qu'il est entamé depuis 2020-2021, ça doit être des chefs traditionnels. Des chefs traditionnels parce que nous avons souvent estimé que ils sont les mieux placés pour accompagner de façon efficace le gouvernement dans cette politique de reboisement. La rencontre avec les chefs devrait permettre de faire le bilan du reboisement de l'année 2022 et de renforcer les stratégies pour la campagne 2023. Le message est bien perçu par les participants. La rencontre là vient nous éclairer une fois encore pour pouvoir sensibiliser nos populations. Nous savons que nos forêts sont en destruction massive parce que chaque année, les coupures anarchiques, les feux de brousse et ce qui détruisent nos forêts. L'initiative va se poursuivre dans les autres régions du pays avec l'espoir d'atteindre l'objectif 1 milliard d'arbres d'ici 2030. À l'approche de la saison des pluies, la commune d'Agoué Niveau 1 a lancé une opération de curage des carnivores pour assainir son milieu. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Voici ce qu'elle nous présente. C'est avec Alexandra Adekambi. Lancée il y a quelques jours dans les quartiers de Lomé,
Le curage des caniveaux intervient comme une grande précaution à l'approche de la saison pluvieuse. Dans la commune à Gouenive 1, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour racler les ordures dans les caniveaux. Cette action rentre dans les moyens de prévention contre les inondations en saison pluvieuse. Dans peu de temps, nous aurons des grandes pluies. Et le gouvernement, à travers les mairies, soucieux de pallier au problème d'inondation qui est récurrent dans notre pays, ont pensé vider des caniveaux, souvent qui est bourré par des sables, des déchets, des excréments. C'est dans ce cadre en fait de pouvoir éviter les inondations et de permettre à l'eau de passer sans problème. La mairie a un service technique qui gère l'assainissement et autres. Rentrer dans les caniveaux, c'est très difficile. Ce matin même, une maman est sortie avec des eaux sales pour jeter dans les caniveaux alors qu'on travaillait. Les outils de travail ne nous arrangent pas. Il faudrait qu'on soit bien équipé pour bien travailler. Les patrons doivent nous fournir plus d'outils. Face aux conditions de travail et aux difficultés rencontrées, les ouvriers espèrent avoir plus de moyens de protection physique. Ce travail est très dégoûtant. Les caniveaux sont faits pour la circulation des eaux, mais les gens les ont transformés en dépotoirs. Ces caniveaux sont construits pour que les eaux de pluie soient drainées. Mais ce qu'on rencontre est que les gens y mettent des excréments, les restes d'aliments et les sachets. Tout ceci bouche les caniveaux et ça sent très mauvais. C'est un travail très difficile que nous faisons ici. Normalement, on devrait avoir des vêtements de protection pour mieux se protéger. Mais on se débrouille comme ça pour rendre propre notre pays. Mais malgré ça, on n'a pas, mais on se défend. Les choses que nous rencontrons dans les caniveaux ne sont pas possibles. Les excréments, les déchets et les odeurs sont insupportables. J'exhorte toute la population à ne plus jeter les déchets dans les caniveaux. Cette activité est prévue pour une période de 10 jours. Elle est aussi une forme de sensibilisation à l'endroit de la population qui ne devrait plus jeter les ordures, les eaux de lessive et de toilette dans les caniveaux. Effectivement, c'est un travail qui n'est pas aussi aisé comme vous le voyez, parce qu'il y a pas mal de choses que nous rencontrons. Quand vous constatez dans les caniveaux, il y a d'autres même qui canalisent les eaux usées, les eaux de bain que nous rencontrons, que nous rencontrons. Donc c'est pas bien. De telles initiatives devaient se renouveler au cours de l'année pour le bien-être de tous. La mauvaise gestion des eaux usées domestiques constitue un facteur de pollution de notre environnement. C'est l'un des comportements inciviques qui a des conséquences graves sur la santé. Comment lutter contre ce phénomène et maintenir notre environnement sain? L'équipe de reportage de Green TV s'est intéressée à ce sujet. Voici l'opinion des populations. Dans notre maison, on a la chance d'avoir de l'espace. Donc, on ne jette aucune eau dehors sur la route. On a aménagé un endroit dans un espace, tous les eaux vont là-bas. Ce n'est pas bon de jeter les eaux sur la route. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas d'endroit où verser de l'eau chez eux dans la maison. Donc, le mieux serait d'avoir les moyens ou bien de fournir des puisards dans toutes les maisons pour que les eaux usées puissent partir. Comment traiter les eaux usées? Personnellement, je me mobilise avec les gens de la maison pour faire de petits rigoles, ensuite pour pouvoir évacuer les eaux usées. Et aussi savoir tamiser les eaux depuis la maison, c'est-à-dire enlever tout ce qui est plastique, déchets, odeurs nauséabondes, tout ça là, enlever ces choses-là dans les eaux usées avant de les jeter dans les rigoles. Et aussi, à chaque fois, il faudrait mettre des déodorants pour le nettoyage des maisons, etc. Parfois, on sort de la maison pour prendre l'air. Mais quand vous jetez ces eaux usées avec des odeurs pas possibles, vous-même, quand vous sortez, vous ne vous sentez pas heureux là-bas pour pouvoir prendre l'air. Donc, s'il vous plaît, tamisez les eaux avant de les jeter et trouvez des solutions efficaces comme des rigoles évacuables pour pouvoir traiter ces eaux usées-là. Ce que je peux dire, c'est qu'après la cuisine, on doit filtrer l'eau pour enlever les déchets avant de les jeter. Il y a d'autres qui jettent ces eaux usées sans les tamiser. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la propreté on veut et rien d'autre. Pour la vaisselle, je tamise
l'eau pour que le déchet ne rentre pas dans le tuyau. Je tamise et je mets le déchet dans la poubelle. L'eau part directement. Mais pour la lessive, comme tout le monde, je jette l'eau dehors. C'est de cette façon que moi je gère mes eaux à la maison. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Souvent, ce sont des locataires et après, c'est la charge des propriétaires et tout. Donc, il faut sensibiliser la plupart des gens de ne pas laisser passer directement l'eau dans le tuyau, de tamiser, sensibiliser et tout. Les risques d'inondation sont accrus et demeurent réels en fonction de la gravité des précipitations en saison pluvieuse. Face à cette situation, les populations nous décrivent comment elles vivent la saison pluvieuse et les dispositions à prendre pour éviter d'être surprises par les inondations. C'est dans ce micro-trottoir que nous présente l'équipe de Green TV International. Sur cette route, quand il pleut, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Et je prends l'exemple d'ici, nous voyons qu'il y a un pavé collé au mur du CG. Et les habitants, les piétons cherchent à marcher sur ces pavés. Au même moment, les taxis-motos cherchent à emprunter la voie là. Et beaucoup d'accidents se produisent à ces moments d'inondation ou bien à ce moment de la pluie. D'abord, avant l'arrivée des pluies, il y a les remblayages qu'on fait. Souvent, dans certaines maisons, s'il pleut là, pour sortir de la maison, c'est problème. Il y a certaines parcelles, c'est tellement vaste. Donc, les gens sont obligés de scinder des parcelles pour qu'ils puissent marcher et sortir. Et puis, souvent, sur les rues aussi, non. On n'arrive même pas à sortir. Il y a la boue. Et puis, ça glisse souvent aussi. Nous avons un sérieux problème d'inondation ici. Quand il pleut, l'eau envahit nos chambres. À titre préventif, certains font des remblais. Moi, j'ai cherché des briques pour placer devant ma porte et ma chambre. Lorsqu'il pleut, la voie est vraiment impraticable. Nous prions vraiment les autorités afin de pouvoir construire des réseaux de canalisation d'eau pour régler ce problème. Le Sénégal veut renforcer la lutte contre la pêche illégale dans ses eaux maritimes. En collaboration avec la Marine de France, le pays s'est doté d'un avion de type Falcon 50. Cela va permettre de limiter la pêche anarchique dans les eaux maritimes sénégalaises. Les précisions dans ce reportage que nous présente Irène Papadina. Parmi les efforts fournis par le Sénégal pour combattre la pêche illégale, figure la coopération avec les effectifs français au Sénégal et leur Falcon 50. Nous embarquons un inspecteur de la DPSP sénégalaise à bord pour allier effectivement notre savoir-faire au sein de l'aéronef, la vitesse du vecteur et aussi la connaissance de la zone de l'inspecteur des pêches sénégalais. Donc il y a vraiment un travail de coopération et de coordination qui fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Donc on reporte les éléments factuellement nous de notre côté et ensuite l'inspecteur des pêches au travers de la DPSP choisit de la suite à donner si toutefois il y a des infractions qui sont remontées sur ces vols. Chaque semaine, à bord du Falcon 50, les militaires français et un inspecteur sénégalais patrouillent au-dessus de l'Atlantique pour surveiller les activités de pêche illégale dans les eaux sénégalaises. Ces eaux suscitent la convoitise. Thon, sardines, crevettes, langoustes et poulpes enrichissent ces eaux et font du Sénégal l'un des pays les plus poissonneux au monde. C'est des aéronefs qui disposent de capteurs, de capacités d'observation qui permettent de renforcer nos performances en matière de détection et d'identification des navires qui contreviennent à la réglementation des pêches. Ces dernières années, les pêcheurs ont vu arriver des chalutiers industriels étrangers pratiquant la surpêche alors que le secteur fournit environ 600 000 emplois et fait vivre des millions de personnes dans le pays. Les autorités sénégalaises se sont mobilisées pour protéger les ressources halieutiques. La direction de la protection et de la surveillance des pêches sénégalaises a procédé à des arraisonnements avec des amendes allant à 30 millions de francs CFA. Malgré les efforts de lutte contre ces pratiques illégales, les moyens restent insuffisants selon des ONG comme Environnement Justice Fondation. La Tunisie fait face à une grave pénurie d'eau. Depuis quelques jours, les coupures d'eau sont devenues très régulières. Le gouvernement annonce des mesures pour limiter le gaspillage et réglementer l'utilisation de l'eau dans le domaine agricole. Suivez ce reportage pour plus de précisions. La Tunisie subit sa 5e année consécutive de sécheresse qui frappe encore plus durement que d'habitude.
Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi des restrictions dans l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau potable dans le pays. Pour la population déjà éprouvée par une grave crise socio-économique et politique, l'approvisionnement en eau potable sera également rationné sur certaines tranches horaires pendant une période. La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est obligée d'effectuer des coupures d'eau à Tunis et d'autres grandes villes du pays. Cette situation inquiétante aura des conséquences sur l'agriculture, principale ressource économique du pays, sur l'irrigation et l'exploitation agricole. Dans un communiqué du ministère tunisien de l'Agriculture, la fréquence des années de sécheresse et leur impact négatif sur les réserves des barrages qui ont atteint un niveau de faiblesse sans précédent, le ministère de l'Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche a décidé d'interdire provisoirement l'utilisation d'eau potable dans l'irrigation agricole, les espaces verts, le nettoyage des rues et les espaces publics. Le cyclone Freddy a laissé dans son passage plus d'un demi-million de populations sans foyer au Malawi. Le bilan ne cesse de s'alourdir après la catastrophe, mais les recherches continuent. D'après les opérateurs de recherche, les besoins augmentent de jour en jour et les chances de retrouver d'éventuels survivants s'affaiblissent. Alexandra Adekambi pour plus de précisions. Plus de 2 semaines après la catastrophe du cyclone Freddy au Malawi, le bilan après les inondations et les impressionnants glissements de terrain pourrait dépasser les 1200 morts. D'après la police et les autorités locales, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Des opérations de recherche avec les chiens renifleurs se poursuivent par endroits et ont cessé dans certaines localités. Le responsable des opérations de recherche, Charles Kalemba, a expliqué qu'au vu du nombre de jours écoulés, les chances de retrouver des personnes vivantes sont minces. Un besoin urgent d'aide humanitaire se fait sentir, les plus immédiats étant les abris, la nourriture, l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène, la santé, la protection, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les autorités et les ONG craignent notamment une aggravation de l'épidémie de choléra dont le pays lutte contre depuis des années. Le cyclone Freddy, le plus long jamais enregistré, avait d'abord frappé fin février à Madagascar et au Mozambique avant de retourner dans l'océan Indien. Il avait repris de la puissance grâce aux eaux chaudes en frappant plus durement le Malawi en mars dernier. La protection de la faune et de la flore fait partie des plus grandes préoccupations actuellement au Zimbabwe. En ce sens, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a élaboré avec ses partenaires un programme de gestion durable de la faune sauvage dans ce pays. Plus de précisions dans les images qui suivent. Placé sous le thème « Partenariat pour la conservation de la vie sauvage », le programme de gestion durable de la faune sauvage est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires. Ce programme a été conçu pour aider les communautés rurales à relever les défis liés au conflit entre l'homme et la faune sauvage. Le principal défi est le pillage des cultures par les éléphants ou encore la perte de bétail au profit des prédateurs carnivores. Au Zimbabwe, ce programme est mis en œuvre dans la zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi. Il encourage les femmes et les jeunes filles à participer à la gestion des conservations communautaires et à la sécurité alimentaire. La gestion communautaire est également essentielle dans les régions tropicales et subtropicales où des centaines d'espèces sauvages sont menacées d'extinction. C'est l'occasion de sensibiliser les populations zimbabwéennes sur la disparition de la faune et de la flore sauvage afin d'y trouver des solutions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la rétrospective de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International, la chaîne de l'environnement.